Bonsoir mesdames et messieurs, merci de votre fidélité pour OMSA Télévision. Bienvenue dans votre émission Afrique Émergence, unique et inégalable au cœur des problèmes panafricains. L'enseignement congolaise, on a eu à discuter de ça la fois passée. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation, les systèmes éducatifs panafricains, mais on sera un peu restreint, on va parler du cas du Congo. Nous sommes avec un chercheur dans ces domaines-là, M. Patrick Balelo. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Abdou. Qui est M. Patrick Balelo? Parce que moi, je ne saurais pas vous présenter en détail. Qui est M. Patrick Balelo? Bon, dans le contexte précis de cette émission, je suis chercheur en sciences de l'éducation, mais aussi auteur du plan de la révolution des systèmes éducatifs en application dans les zones d'Afrique subsaharienne dites francophones. Donc, vous venez de dire que dans ces contextes, donc vous avez des atouts dans d'autres contextes. Plusieurs casquettes, en fait. Je vois. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. On va débuter par ici. On va d'abord plater les décors avant d'entrer dans les profondeurs. Qu'est-ce qui vous a poussé? Quel est le déclic qui vous a poussé à entamer ces recherches? Le déclic pour moi était la situation en fait, de paupérisation qui semble être quasi intergénérationnelle que rencontrent souvent nos populations, parce que très jeune j'ai eu à côtoyer un peu différents mondes profonds, mais aussi urbains du Congo, mais aussi d'autres pays subsahariens, et cela m'avait fait remarquer une constance en fait. L'évolution en termes de développement semblait être un peu en retard par rapport à d'autres zones du monde, et la question était de savoir si cela était un problème, comment je pourrais dire, un problème lié à certaines actions que nous faisons, ou un problème lié à une nature. Parce que dans les environnements sociétals que nous avons pu évoluer, que j'ai pu évoluer, singulièrement congolaise, on avait tendance à imaginer que nous sommes le fruit d'une certaine forme de malédiction, qui fait en sorte que les situations que nous avons semblent être normalisées, parce que beaucoup se disaient c'est le conséquence d'une certaine malédiction divine. Alors tout cela m'a poussé à aller un peu au-delà, à comprendre un peu l'ensemble de tout ça, et cela m'a conduit sur les chemins dans lesquels je me retrouve maintenant, à comprendre le problème d'après un certain angle de vue que j'ai pu aborder, et puis sûrement apporter la solution adéquate dans ce contexte-là. Merci beaucoup. Monsieur Patrick, c'est quoi l'éducation d'abord? L'éducation, parce que là nous parlons en français, hein, Oui. parce que chaque mot énonce en réalité un concept, une idée en fait. Et dans le contexte du mot que vous avez pu évoquer, éducation en français, éducation vient du mot exducere, qui veut dire, c'est en quelque sorte une logique qui consiste à donner forme à une forme à donner forme à une pâte, à un moule, à donner une direction en fait. Donc l'éducation, c'est cette action qui consiste à modeler l'individu pour lui donner la forme qui lui sera adéquate pour le modèle de société qu'il faut, pouvant lui permettre de pouvoir évoluer comme il se le doit. Donc l'éducation n'est pas nécessairement aller à l'école ou dans des universités. L'éducation, c'est l'acte de former l'individu dans toute sa globalité, au niveau intellectuel, par rapport à ses dextérités professionnelles, par rapport à son savoir-vivre, par rapport à son savoir-être, sa connaissance de soi. Tout ça, ça fait partie au fait des champs d'action de l'éducation. Donc l'instruction telle que vous dites, parce que aller à l'école, c'est ce qu'on appelle dans la logique éducative, c'est la partie de l'éducation qu'on appelle instruction. Ça fait partie de l'éducation, mais ce n'est pas nécessairement l'éducation globalement. Mais ça fait partie des champs d'action de l'éducation. Comme on a dit qu'on va parler dans les contextes congolais, comment vous caricaturez, comment vous définissez l'éducation congolaise? L'éducation congolaise? Oui. De façon générale? Oui, de façon générale. Comment vous caricaturez ça, définissez ça? Nous n'avons que... Parce qu'au fait, la finalité d'une éducation, c'est l'évolution d'une société. Vous comprenez? C'est former des gens pouvant permettre à ce qu'une société puisse mieux évoluer, puisse mieux prospérer.
Nous n'avons qu'à observer ce que nous avons comme population et nous n'avons qu'à nous demander si réellement nous arrivons à atteindre les objectifs de développement que nous souhaitons. Parce que chaque population, chaque groupe ethnique dans ce monde définit l'image de l'avenir selon eux. Dans le contexte de générale congolaise, il suffirait, général congolais plutôt, qu'on se pose ce type de questions, je ne pense pas que la réponse serait positive. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses dont on constate que ça ne va pas par rapport au type d'individu que nous avons, qui sont un peu en contradiction par rapport aux aspirations que nous souhaitons. Donc le chef de l'État congolais a assuré la gratuité de l'enseignement au début de son mandat. Qu'est-ce que vous en pensez? Gratuité de l'enseignement. Bon, primo, je n'ai jamais été d'accord avec ce concept. L'idée de la gratuité. Parce que dans ce monde capitaliste dans lequel nous vivons, nous tous, rien n'est gratuit. Ce qui est gratuit pour vous est souvent payé par quelqu'un d'autre. Parce que dans ce monde, tout a un prix. Vous comprenez? Vous n'allez pas prendre des gens, vous leur faites travailler et qu'à la fin, vous leur dites non, voilà, c'était juste pour aider la population. Ils ont des familles, ils ont des maisons à payer, ils ont des factures à payer. Mais c'est l'État qui est les parrains de ces petits peuples-là, c'est pourquoi il offre l'éducation gratuite. Permettez-moi de... C'est peut-être dans ces sens-là. Permettez-moi d'arriver dans la suite de mon raisonnement. Donc, lorsque nous allons dans ce contexte-là, l'éducation gratuite, dans le contexte du Congo qu'on a maintenant, n'existe pas. On pourrait peut-être dire une éducation pour tous. Ou une éducation accessible pour tous. Ou soit, par exemple, une éducation prise en charge de l'enseignement, parce que ce qu'on fait en réalité au niveau de l'école, c'est l'enseignement dans le contexte du Congo actuel. L'enseignement pour tous, ou soit la prise en charge de l'enseignement par l'État. Et non la gratuité, parce que qui sous-entend gratuit, sous-entend qu'il n'y a pas contrepartie. Or, dans notre contexte, ce sont des dettes que notre État a eu à prendre, qui font en sorte qu'on aura à payer d'une manière ou d'une autre par rapport à cela. Donc, on ne pourrait pas dire que c'est gratuit. Bon, même si ce n'est pas gratuit, bon, comme le chef de l'État venait de les lancer, qu'en pensez-vous de ça? De cette accessibilité de l'école, de l'enseignement à tout le monde? Je pense que c'était un programme, comment je pourrais dire, c'était un programme prématuré dans le contexte dans le contexte de l'évolution de l'économie de notre pays. On n'était pas prêt à ça, nous n'avons pas eu à préparer beaucoup d'autres éléments. Bon, je sais que beaucoup de gens auront du mal à comprendre ça, parce que lorsque nous partons dans la logique qu'il y a un prix à tout, donc il y a un mécanisme qui est mis en place pour pouvoir payer cela, et qu'il y avait aussi des mécanismes à mettre en place pour pouvoir planifier que cela soit fait dans de bonnes conditions. Là, je pourrais conclure que c'était un projet un peu prématuré dans notre contexte parce qu'on n'avait pas réuni tout le facteur qu'il fallait. On s'est lancé dans quelque chose qui, à mes yeux, a encore compliqué la situation de l'enseignement qui était déjà chaotique avant. Donc, je ne sais pas voir ça d'un bon angle. Je sais que beaucoup vont me dire que ça peut permettre à ce que beaucoup d'enfants aient la possibilité d'accéder à l'école. Mais accéder pour quelle qualité? Parce que ce même dirigeants, généralement, n'auront pas le courage de mettre leurs enfants dans des écoles dites gratuites, accessibles à tout le monde. Ils sont conscients qu'en termes de qualité, le niveau est extrêmement au rabais au-delà de ce qui a existé avant. Je fréquente les milieux éducatifs et je sais de quoi je parle d'un point de vue pratique, hein, par rapport à la qualité au fait. Ben, vous venez de parler dans votre début, vous avez dit que l'éducation c'est une action de modeler une personne, de modeler une société. Ben, qu'est-ce qu'un système éducatif? Qu'est-ce qu'un système éducatif? Justement. Non, le système c'est l'ensemble de tous ces rouages au niveau organisationnel de l'État pouvant permettre à atteindre ces objectifs-là de l'enseignement. Parce que dans notre contexte, c'est l'enseignement, on ne parlerait pas de l'éducation, qui est une certaine forme de l'éducation en soi, mais on ne parlerait pas de l'éducation globalement, parce que dans le contexte étatique que nous avons eu à adopter, on a eu à scinder ces fonctions-là. Hein? L'État s'est limité au niveau de l'instruction dans le contexte actuel. Et par rapport à cela, voilà quoi. Et comment se présente l'éducation, les systèmes éducatifs congolais?
Se présenter comment? Comment ça se présente, vous en tant que chercheur, comment ça se présente sur les terrains et tout? Dans le système éducatif congolais, au niveau organisationnel, nous avons plus ou moins 4 ministères apparemment qui gèrent ce secteur, qui gèrent l'ensemble du système. Nous avons la partie préuniversitaire qui est gérée par le ministère de l'EPST. Non, je parlais de l'ensemble. Et comment ça se présente sur les terrains, ses faiblesses et ses avantages et tout? La question n'est pas bien posée apparemment. Non. On avait demandé comment le système se présente. Les systèmes éducatifs congolais, comment ça se présente? Comment ses faiblesses, ses avantages? Il y a plusieurs questions à l'intérieur. Justement, c'est pourquoi vous devez ça débriefer. Se présente, et puis vous avez précisé de l'autre côté les faiblesses et les avantages. Oh, justement. Au fait, en matière de présentation, c'est comme je disais, il y a le ministère de l'EPST qui gère la partie préuniversitaire. Il y a le ministère des Affaires sociales qui gère la partie de l'alphabétisation, mais aussi les formules non classiques, c'est-à-dire l'école classique au niveau de l'EPST, pour les enfants qui doivent faire des rattrapages scolaires. Nous avons le ministère professionnel de l'enseignement à l'époque où c'était divisé, parce que l'EPST c'était EPST, et puis il y avait un ministère aussi technique, mais maintenant c'est EPST, donc la technique est aussi dedans. Donc de l'autre côté, au niveau universitaire, nous avons le ministère de l'ESU et aussi de la recherche scientifique, qui sont en réalité des ministères qui gèrent l'ensemble du système éducatif en RDC. En termes de faiblesse, de force, là c'est un sujet assez vaste parce que je ne saurais pas les dire en peu de mots, mais de manière assez globale, on pourrait dire que la qualité n'est pas au rendez-vous dans notre contexte, parce qu'il suffit de voir les produits que nous faisons sortir chaque année. On remarque que les compétences ne sont pas là, parce que l'école est censée former des compétences. On remarque que les compétences, quand on parle de compétences, c'est-à-dire la capacité de répondre correctement par rapport à un besoin spécifique au niveau de l'organisation d'une certaine société. Donc, quand on va dans cette logique-là, on remarque que on a des compétences un peu approximatives sur beaucoup de domaines. Vous pouvez nous donner quelques exemples dans ce sens-là? Dans ce sens des faiblesses? Les faiblesses du système actuel de l'enseignement congolais, de l'éducation congolaise. Le faiblesse au niveau général. Au niveau général. Oui. J'ai pas bien compris votre question. Je réponds. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples palpables des failles des systèmes éducatifs congolais? Les failles, par exemple, nous constatons l'inadéquation entre les formations que nous produisions chaque année et aussi le besoin du développement du pays. Quand on observe notre pays, on remarque que ça évolue comme une certaine forme de cancer. Pour ceux qui ont fait un peu les sciences de la vie, les sciences biologiques et consorts, ils ont un peu l'idée de ce que je dis. Les cancers, c'est comme une forme de structure fondamentale de la vie qui évolue un peu en désordre. Vous voyez un peu? Nos sociétés n'évoluent pas dans cette logique-là. Ça ne produit pas les types d'individus que nous avons besoin exactement, de manière assez pratique. Pour preuve, il y a beaucoup plus de gens qui chôment parmi ceux qui sortent de l'université que ceux qui travaillent réellement pour permettre à ce que l'économie puisse fonctionner comme il se le doit. Donc ça demande déjà une certaine forme d'inadéquation entre la formation donnée et aussi le besoin réel de la population en général. Selon certaines personnes, selon certaines compatriotes congolaises, nous avons été formés par les colonisateurs, nous avons plutôt été déformés par les colonisateurs pour être distraits, pour qu'ils profitent mieux, pour qu'ils atteignent leurs objectifs. Que pensez-vous de ça? Tout est relatif. Le point de vue que vous avez dit, ça dépend de l'angle au travers lequel on le regarde. Donc on ne pourrait pas dire déformé quand on regarde la situation d'un angle européen. Parce que dans l'angle européen, les Européens ont justement formé les types d'individus dont ils avaient besoin pour pouvoir atteindre leurs objectifs de développement. Parce qu'ils avaient un projet à mettre en place, ils ont réussi à mettre en place, ils ont créé des gens qui les ont permis à mettre en place ce projet. Et dans notre contexte, dans notre angle de vie en tant qu'Africains, nous avons aussi un projet de société, mais que nous semblons ne pas être en phase avec ça, en fait.
Sur quoi devons-nous fonder l'enseignement, l'éducation plutôt? Sur quoi devons-nous fonder l'éducation congolaise? L'éducation est censée être fondée sur base des objectifs que nous visons, des besoins que nous avons, mais aussi des objectifs du futur que nous visons. Nous devons savoir exactement qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce que l'on veut pour... Qu'est-ce que l'on veut, qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on veut. Pour quel type de société. C'est sur base de ça qu'on est censé fonder une logique éducative pour un pays. Ben, d'après vous, en tant que chercheur, vous pouvez nous donner quelques exemples sur quoi devons-nous fonder? Vous avez l'idée? Non, je n'ai pas l'idée, c'est vous les chercheurs. Non, c'est pas une question assez spécifique. En tant que Congolais, Oui. nous savons exactement Qu'est-ce que nous avons besoin? les secteurs d'activité que nous manquons. Par exemple, nous avons besoin de l'économie, mais on a des économistes ici au Congo, il y en a beaucoup. Économie, c'est vague. Parce que l'économie, c'est toute une science. Justement. J'ai dit quel type d'individu nous avons besoin. Par exemple, nous avons des problèmes d'emploi. Mais nous n'avons pas assez de gens qui pourront être en mesure de résorber ce type de questions. Nous avons le problème, par exemple, régulièrement d'électricité, nous avons le problème d'urbanisme, nous avons le problème de l'eau, nous avons le problème de beaucoup de gestion dans beaucoup de secteurs, nous avons le problème des déchets, nous avons beaucoup de problèmes en fait. C'est sur base de tout ce problème-là qu'on doit définir quel type d'individu on veut sur base de la société qu'on va projeter pour demain. C'est dans ce sens-là qu'on met en place une logique éducative par rapport à un État. Vous comprenez? Par exemple, certains États se décident par exemple qu'ils ont plus besoin des mathématiciens parce qu'ils tablent leur logique éducative, par exemple, dans les nouvelles technologies des sciences de l'information ou des histoires relatives à l'informatique et consorts. Ils mettent en place une certaine politique pouvant faire en sorte que les gens atteignent ces types de finalités qu'ils ont eu à définir par rapport à leur pays. Vous comprenez un peu? Donc, dans notre contexte, vous êtes en tant que Congolais, vous êtes censé savoir exactement ce que le pays a besoin parce que le problème, nous le constatons nous tous. Nous nous plaignons à tout moment dans ce qu'il y a de ça ne va pas. Ce qu'on constate que ça ne va pas, c'est qu'on a l'idée de ce qu'il faut pour pouvoir pallier à tout ça. C'est dans ce sens-là que je pourrais répondre à votre question. Est-ce possible de faire un système éducatif nous façonner comme chez les Chinois, les Russes, tout en regardant notre origine? Un système éducatif qui va nous façonner et garder tout en gardant nos origines. Un système qui doit nous façonner tout en gardant nos origines. Oui, est-ce possible? Les origines, vous voulez dire l'identité congolaise. L'identité congolaise, justement. Mais chaque culture a l'obligation de pouvoir protéger et promouvoir son identité. Ce sont des lois inscrites au niveau des patrimoines de l'UNESCO et consorts. Chaque peuple a droit d'émettre sa culture parce qu'en réalité, l'humanité que nous vivons est riche par ses cultures, par les hommes qui le composent. Les cultures, c'est les différents points de vue de la réalité que nous avons. Mais nous constatons ici au Congo que l'enseignement congolais a mis notre culture à côté. On va voir par exemple l'histoire de Diego Cao. Je répondais à votre question pour dire que en réalité, sur base de ce principe-là, pour pouvoir évoluer dans son milieu de vie, il faut adopter une logique qu'on appelle un paradigme de développement adéquat par rapport à ce milieu. Je donnerais par exemple, je dirais par exemple, les gens qui ont évolué dans le milieu de la forêt, je prends les Twa, les peuples Twa par exemple, ils n'ont pas une même logique de vie, ils n'ont pas un même paradigme, une vision du monde, pareil avec les gens qui n'ont qu'évolué dans le monde désertique, par exemple du Sahara, vous voyez, ou ceux qui évoluent dans le milieu glacial, par exemple des Arctiques, ils n'auront pas une même vision du monde, vous voyez un peu. Donc l'humain, on ne peut pas former un Twa dans une logique des Inuits. Vous comprenez ce que je veux dire? Justement, c'est de ça que il y aura inadéquation. Parce que son milieu de vie, le contexte d'apprentissage qu'on lui donne par rapport à son milieu de vie sera inutile. Vous comprenez cela? Parce qu'il ne comprendra pas et il aura du mal à évoluer dans cette logique-là, que s'il évoluait dans une logique que Twa, mais tourné vers une finalité visant l'amélioration de ses conditions de vie. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Justement. Voilà, donc on ne peut pas évoluer en dehors de son paradigme qui est en réalité une vision du monde liée à une culture donnée.
On ne peut pas évoluer au-delà de ça. Et notre contexte, justement, comme vous avez semblé le dire, d'une certaine manière, on a pu évoluer dans des paradigmes de vie qui ne sont pas trop nôtres. Vous comprenez? Et du coup, on est en train de patauger depuis que ceux qui ont eu à mettre en place cette logique-là, pour leurs ambitions, ont eu à abandonner le terrain. Nous sommes en train de patauger, donc il nous faut redéfinir une nouvelle logique. Qu'est-ce qu'ils ont eu à mettre ça sur... Qu'est-ce qui ont mis cette logique-là sur le terrain? Mais vous l'avez dit précédemment, ceux qui ont eu à nous coloniser, parce que les logiques éducatives que nous avons sont justement les héritages culturels de la colonisation. Nous avons eu nos logiques à nous, africaines, qui ne concordent nullement avec ce qui se fait maintenant. Nous avons adopté les logiques de ce genre que nous avons eu à mettre en place avec quelques petites améliorations à notre niveau et que nous essayons d'évoluer. Vous comprenez? Donc, c'est eux qui ont eu à mettre en place ces paradigmes de formation professionnelle et de formation intellectuelle que nous avons de nos jours. Monsieur Patrick, cette constat que vous les faites maintenant, cette même constat a été fait depuis des années par d'autres panafricains comme Joseph Kizerbo. Qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut vraiment pour appliquer tout ça? Qu'est-ce qu'il faut pour appliquer? Pour appliquer quoi singulièrement? Pour appliquer toute cette faiblesse que vous venez d'énumérer ici. Appliquer les faiblesses? Oui, plutôt les forces. Appliquer les forces. Vous venez de nous dire ici, vous venez de nous énumérer ici que toutes les faiblesses de l'éducation. Non, je n'ai pas énuméré toutes les faiblesses. Vous m'avez demandé quelques faiblesses qui pourraient caractériser un peu nos systèmes. J'ai simplement évoqué l'inadéquation. Justement, vous avez parlé des colonisateurs, que notre système éducatif est fondé d'après ce que les colonisateurs nous ont laissé. Notre système est héritage de la colonisation. Justement, c'est de ça que vous venez de parler. Cet constat a été fait depuis des années, même par d'autres panafricains. Je citais Joseph Kizerbo. Oui, le professeur Kizerbo. Qu'est-ce qu'il faut pour élaguer tout ça? Il faut d'abord lire ce qu'il a écrit. Non, je ne parle pas de lui, j'ai donné l'exemple. Vous avez posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir faire appliquer cela, non? Non, pour élaguer tout ça. Élaguer les systèmes éducatifs qui nous a été hérité, laissé comme héritage par les colonisateurs. Par élaguer, vous voulez dire quoi singulièrement? Les écarter, d'initier notre système éducatif propre à nous. Mais il faut commencer à lire, c'est que, par exemple, les héritages intellectuels du professeur Kizerbo, parce qu'il a écrit, il a proposé des pistes de solutions. Justement, c'est pourquoi je demande la vôtre. Il a analysé le problème, il a proposé des pistes de solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra étudier ce qu'il a fait et puis appliquer une volonté politique à pouvoir matérialiser ce qu'il a eu à mettre comme ambition. Non, je lui ai donné comme exemple, mais je demande pour vous, qu'est-ce qu'il faut d'après vous? Ça dépend parce que, au fait, tout ce genre, moi y compris, nous avons nos différentes propositions pouvant faire en sorte que le système en place soit amélioré. Chacun selon son angle de vue. Parce que justement, nous n'avons pas une unicité de la manière d'observer le problème. Oui, il y a certaines constances, mais nous n'avons pas les mêmes formules pour atteindre les objectifs qu'il faut. Vous comprenez? Chaque expert propose les formules selon lui. Pour l'instant, je demande Joseph Kizerbo a laissé. Je ne demande pas pour Joseph Kizerbo. Vous avez donné son exemple, non? Oui, j'ai donné son exemple et qui a eu à donner, qui a eu à définir aussi tout ça, comme vous venez de le dire. Mais je demande d'abord, d'après l'expert Patrick Balelo, d'après moi, oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, justement. Non, ce qu'il faut faire, il faut simplement révolutionner ce qui existe maintenant et l'orienter sur la voie qu'il nous faut par rapport à nos aspirations, à nos besoins exacts. Et je propose un schéma dans ce sens-là pour pouvoir atteindre cette finalité. Parce que ce sont des objectifs qu'il faut atteindre et il y a tout un schéma que je propose pour pouvoir atteindre cela. Mais mes schémas à moi sont propres à moi. Ce n'est pas le même schéma que le professeur Kizerbo, combien même que dans certains points on pourrait se recroiser parce que nous avons fait certains constats qui se ressemblent, mais les solutions, nous n'avons pas proposé les mêmes formules de solutions pour atteindre.
Justement, vous pouvez nous briefer quelques-unes de vos révolutions? Je pense que c'est pas le cadre nécessaire pour pouvoir aborder ce point-là, parce que ce sera un très long schéma, et puis nous évoluons dans un contexte sociétal où la valeur de la créativité n'est pas assez reconnue, hein. Donc, je pense que c'est pas le bon cadre pour moi de venir exposer ça ici. Je vais vous lire quelques articles ici sur l'enjeu et défis de l'enseignement congolais. Vous aurez à nous dire quelle méthode doit-on appliquer pour résoudre ces problèmes. Je vais commencer par les booms démographiques. Je vais vous lire, à cause de la croissance démographique, le nombre d'enfants scolarisables continuera à croître. En 2020, le nombre d'enfants scolarisables âgés de 6 à 11 ans était estimé à environ 15,5 millions. En 2025, cette population scolarisable de 6 à 11 ans passera à 17,7 millions. En 2030, c'est-à-dire en moins de 10 ans, cette population sera de 19,7 millions. Quelle est votre réflexion pour prévenir l'avenir sur le boom démographique? Prévenir l'avenir, c'est simplement donner la formation adéquate à une bonne majorité. C'est ça. Justement, maintenant, proposer un avenir meilleur. Quelle méthode doit-on appliquer pour donner ces formations-là? Quelle méthode, dans quel sens? Quelle méthode doit-on appliquer pour prévenir les booms démographiques qui est en train de se faire actuellement? La méthode est assez simple, construire des écoles, faire en sorte que nous puissions contenir une bonne majorité de ces enfants et puis leur donner des éducations adéquates qui doivent être utiles à leur avenir, parce que de nos jours, on ne forme que pour les papiers, en fait, que ce présomption d'intelligence qu'on appelle les diplômes. On doit leur donner les vraies formations qui vont faire en sorte que demain, ils aient la possibilité, après les études, à s'insérer réellement dans la vie professionnelle. Vous voyez un peu? Parce que toute cette jeunesse, si on n'arrive pas à leur proposer mieux, eh ben, c'est une bombe qu'on est en train de préparer. On le vit déjà, tout ce phénomène Kuluna qu'on remarque dans différentes villes de notre pays, ainsi que dans d'autres grandes villes d'Afrique. Hein, les phénomènes est appelé différemment, hein, selon les coins. Mais tout ça, en réalité, ce sont les conséquences simplement d'une éducation ratée. L'État a promis un avenir radieux au travers de l'école que tout le monde peut-être n'a pas eu accès, mais même ceux qui ont eu accès n'ont pas pu avoir la possibilité de se retrouver demain. Et la conclusion, c'est quoi? C'est qu'ils ont cherché des schémas assez simplifiés pour pouvoir se permettre d'exister. Vous comprenez? Ils existent en allant à l'encontre de la société. Donc c'est une forme d'échec d'intégration de l'État. Vous comprenez? Quand on voit ce phénomène, c'est que l'État a échoué dans cette mission de l'enseignement, on pourrait dire de l'éducation en général. Mais cet échec-là, certains se diront, mais c'est pas aujourd'hui. Mais cela ne veut pas dire, parce que c'est généralisé, qu'on va dire que ça va. Ça démontre à suffisance que le problème est vraiment profond et qu'il faut des formules extraordinaires pouvant permettre à ce que on puisse élaguer tous ces phénomènes-là et puis faire en sorte que les enfants, dès demain, aient vraiment, au travers la formation, les clés de l'avenir qui leur permettront de devenir des citoyens utiles à leur société. Parce que justement, le travail d'éducation instauré par une nation sérieuse, c'est justement former des citoyens utiles à leur société. Et c'est tout justement ce qu'on n'arrive pas à faire jusque-là. Justement, messieurs, les décrochages scolaires. Chaque année, des millions d'enfants et des jeunes quittent à l'école sans qualification. La situation est particulièrement préoccupante au centre du pays, dans les provinces des Grands Kasaï, où le taux d'achèvement du second cycle du secondaire est à peine de 4,6%. Les provinces de Tanganyika, Grand Katanga et Mongala, Grand Équateur se trouvent pratiquement dans la même situation, avec un taux d'achèvement du second cycle du secondaire d'à peine 5,9% et de 6,7%. Plusieurs provinces ont des taux d'achèvement en dessous de la moyenne nationale qui se situe autour de 31,1%. Cette enquête est faite par des indicateurs c'est une recherche qui date de 2017 et de 2018.
quelle méthode, quelle formule doit-on appliquer pour résoudre ces problèmes? Résoudre quel problème? Le problème de décrochage scolaire. Lutter contre le décrochage scolaire. Oui, que je venais de vous lire. La seule méthode est de revoir la pertinence de l'enseignement. Revoir la pertinence de l'enseignement. Parce que quand vous n'arrivez pas à donner envie à ces enfants d'être formés et d'arriver jusqu'à la fin, il faut revoir le mécanisme des passages, il faut revoir la pertinence de vos logiques pédagogiques. Donc c'est sur ça qu'il faut se baser. Mais justement, je vous ai demandé de nous dévoiler quelques logiques, quelques formules. C'est ce que je suis en train de dire. Mais vos présentez les problèmes. Vos questions sont assez moins précises. C'est pas assez précise parce que chaque cas possède une réponse ad hoc, c'est-à-dire une réponse qu'il faut à la place qu'il faut. Je vous ai présenté. Je ne peux pas donner une réponse spécifique dans un contexte globaliste, non. Non, je dois poser une question précise. Je vous ai présenté quelle solution pour résoudre ces problèmes-là. Quelle méthode doit-on appliquer pour... Mais revoir la pertinence. Parce que comme je le répète encore... Dans cette pertinence-là, quelle formule doit-on appliquer? Revoir la pertinence. Quand vous appliquez quelque chose et que vous vous rendez compte que ça ne produit pas le fruit que vous avez besoin, c'est que votre méthodologie n'est pas bonne. Il faut revoir simplement la méthodologie. Et quelle autre méthodologie qu'on peut appliquer? Quelle méthodologie? D'autres. Mais vous reposez la même question? Non, que je réponde? Non, je demande d'après vous. D'après moi, je ne sais pas répondre de manière claire à votre question. Au-delà de ce que je suis en train de dire, il faudra révisiter la pertinence de logique de formation et pédagogique que nous mettons en place pour pouvoir faire en sorte que ces enfants n'aient pas envie de ne pas venir à l'école. Et puis, il faudra revoir des mécanismes. Par exemple, ce programme de la gratuité, tel que vous le dites, a pu donner accès à beaucoup d'autres enfants à pouvoir avoir la possibilité de continuer. D'accéder à l'école. Vous voyez? Donc, la formule, par exemple, de promouvoir l'éducation pour tous, que certains appelleront gratuité, moi j'appelle ça éducation pour tous, en mettant en place des formules un peu plus vertes, en disant plus vertes, c'est-à-dire de formules qui ne vont pas faire souffrir l'avenir des enfants. Parce que les formules actuellement appliquées, en réalité, sacrifient l'avenir des enfants congolais au travers des endettements. Mais on peut mettre en place des mécanismes qui vont faire en sorte que l'impulsion de l'engagement de l'État vis-à-vis des enseignants soit une impulsion endogène, c'est-à-dire des propres capacités de notre nation, au-delà des dettes. Vous comprenez? Ça peut être une méthode relativement verte qui peut permettre à limiter un peu le décrochage scolaire parce que beaucoup d'enfants auront accès à l'éducation dans cette logique-là, mais aussi revoir la pertinence de la pédagogie mise en place pour former ces enfants. Parce que au-delà, par exemple, de frais de scolarité qui peuvent décourager certains enfants à pouvoir continuer, il y a par exemple la qualité aussi de la pédagogie du professeur. Il y a certains professeurs qui donnent cours d'une manière où ça devient trop ennuyant pour les enfants. Mais c'est pas seulement la pédagogie du professeur, mais les mécanismes aussi de mise en place pouvant évaluer les enfants. C'est parmi aussi les éléments à revisiter. Moi, ce que je propose, j'ai eu à revisiter tout ça, mais comme je l'ai dit précédemment, c'est pas le cadre pour moi de venir mettre à nu tout ça. On aurait aimé que vous nous donniez juste un peu nous briefer au début. Dans ma logique à moi, je donnais plus de racines à nos enfants, ainsi plus des ailes. Donc, je ne saurais pas parler au-delà de ça. J'ai mis en place une logique devant permettre à ce que nos enfants s'ancrent dans nos réalités, voient le monde d'après nos paradigmes et arrivent à apporter des propositions et des solutions concrètes pour pouvoir faire en sorte que nos sociétés s'améliorent comparé à ce qui se présente actuellement. Monsieur Patrick, les cas des filles au Congo, c'est un peu particulier. Particulière comment? Il y a beaucoup de filles qui vont à l'école, mais dans des institutions, nous voyons de moins en moins. De moins en moins comment? Des filles, des femmes compétentes dans des institutions, alors qu'il y a beaucoup de femmes qui vont à l'école. La plupart aussi abandonnent par des grossesses. Comment peut-on faire pour résoudre ces problèmes? Mettre en place ces politiques qui devront encourager la scolarisation de filles.
Mettre en place des politiques devant encourager cela. Maintenant, nous, on voudrait savoir quelles sont ces politiques-là. Il y a beaucoup de politiques. Maintenant, c'est ce que nous, on veut savoir, que vous nous disiez, quelles sont ces politiques-là qu'on peut mettre en place pour résoudre les problèmes. Il y a plusieurs politiques qu'on peut faire en place. Parce que, primo, dans ma logique à moi de voir le monde, je ne sais pas voir cette différence en termes de compétences homme ou femme. Pour moi, on est compétent ou on ne l'est pas. Qu'on soit homme ou femme. Avec la mondialisation, il y a l'égalité de la femme. Je suis en train de vous répondre parce que vous voulez mon point de vue à moi. Justement. Donc je ne sais pas voir le monde sous ces prismes binaires-là. Homme, femme. Je vois compétence ou pas compétence. Vous comprenez? Justement. Mon côté binaire, mon côté manichéen, je vois compétent ou pas compétent pour une tâche. Femme ou pas femme, tant que vous êtes en mesure de faire la tâche qu'il faut, pour moi, vous êtes la personne qu'il faut. Vous comprenez cela? Donc, pour pouvoir encourager, si on veut mettre en place une politique devant encourager les femmes à s'insérer dans la formation, il faudra mettre en place des mécanismes devant les encourager. Vous comprenez? Mettre en place ces mécanismes, il y en a plusieurs, ça dépend du contexte, des modèles de société qu'on vise à travailler là-dessus. Malheureusement.